Apéro spécial 3-1 lead. Spécial 3-round lead. Le fameux 3-round lead, celui dont on ne revient, j'allais dire jamais, mais non, en fait c'est pas jamais, rarement. Très rarement. Très rarement. On connaît quelques comebacks de 3-round lead quand même, on en connaît quelques-uns. Soit en finale NBA, Soit en finale de conf. Non. soit en demi-finale de conf. Demi-finale de conf d'ailleurs, oui tout à fait. Soit finale de conf, on a connu. Hein. Moi, je peux te le faire de tête. Là. Finale NBA, Cavs Warriors 2016. Juste avant, finale de conf, Thunder Warriors. Ah oui, c'est ça, c'est bien ça, c'est une finale de conf. Demi-finale de conf. Dois-je parler de Monsieur Nikola Jokic et Jamal Murray qui ont fracassé les Clippers? Ouais. On n'a pas aussi. Et les mêmes Nuggets face au Jazz dans la bulle. Ouais. Et les Rockets Les de Rockets Kevin face aux McHale. Clippers, absolument. C'était pas un 3-round lead ça? Si, c'était un 3-round lead ça aussi, ouais. On a connu bien des séries menées comme ça qui se terminent mal. Nous sommes en sortie de ce week-end fou de playoff. On a encore eu plein de choses à vivre. On a vécu un grand événement au Grand Rex. Magnifique. C'était que du bonheur. Et à Bordeaux. Et à Lille. Gros week-end. Lille, c'était le week-end encore avant, mais ouais. Et du coup, le marathon continue et on est là pour débriefer un peu ces séries qui sont à 3-1. Alors, il y en a une qui a basculé à 3-2. L'idée, c'est de faire un peu le point parce que on continue sur chaque série. Et je te propose, Alex, de démarrer tout de suite avec ce qui s'est passé hier soir parce que, oui, cette phrase existe et je ne pensais pas... On a 5 séries aujourd'hui, hein, c'est ça là? Tout à fait. Tout de suite là. Ouais. J'étais en train de faire les comptes là. Il y a une série dont on doit parler tout de suite, excusez-moi. Les fans du Magic sont-ils présents? Oh là là. Et j'ai envie de dire, les fans de Pistons, dans quelle position êtes-vous? Victoire hier soir. Non. Absolument. 94-88. Troisième victoire en 4 matchs du Orlando Magic. On était à Bordeaux justement pour le Game 3. On avait vécu un gros money time avec Paolo Banchero, Franz Wagner, très clutch. On se demandait s'il pouvait y avoir un meilleur Game 4 de la part des Pistons parce que Game 1, très bien géré par le Magic. Game 2, Détroit qui rappelle qui est qui. Direction Orlando, on s'était dit que va-t-il se passer? Est-ce que certains vont devoir boire des QB en stream live parce que le Magic va gagner cette série? Et on y est. Là, Alex, Orlando mène 3-1. Il y a 10 jours, ils étaient en train de se demander s'ils allaient faire les playoffs. Ils prenaient l'avion de Philadelphie parce qu'ils s'étaient fait tabasser par Edgecombe, Tyrese Maxey et par compagnie. le Sixers. Et aujourd'hui, le Magic est à une win d'affronter le vainqueur de Cavs Raptors. Complètement. Mais oh là là. déjà, Au secours. Il y a pas mal de points par rapport à tout ce qu'on a dit. J'ai regardé un peu tout ce qu'on avait dit depuis qu'on... Donc déjà, c'était intéressant parce que pendant la preview, on était quand même tous les deux d'accord, même si toi, t'étais un peu plus... On était tous les deux Pistons. Moi, j'ai dit que ce serait serré. Toi, t'étais un peu plus sûr des Pistons, mais enfin, on était tous les deux Pistons. On était aussi tous les deux d'accord pour dire que le Magic, mine de rien, c'était un moins bon tirage que les Hornets pour les Pistons. Ça se confirme de fou. Ouais. Pour plusieurs raisons. Qu'on voit au travers des matchs et qu'on va énoncer, notamment la capacité de ce Magic à mettre un plan défensif en place qui casse les couilles aux Pistons. Et le problème, c'est que quand il y a une vraie mise en place tactique face à JB Bickerstaff, et je jette pas forcément le coach en premier sous le bus, c'est juste là j'y pense, mise en place tactique face à JB Bickerstaff, pour l'instant, et c'est un peu dommage, je ne vois pas de vrais ajustements de la part des Pistons. Et ça, je trouve ça très dommage. L'autre chose qui est intéressante de noter, c'est que quand on a débriefé ensemble, genre à un partout, c'est-à-dire que les Pistons venaient de gagner un match très low scoring en mettant une grosse défense et tout, tu te rappelles ? On a dit, bah oui, les Pistons, la défense, ils doivent réduire, on doit être sous les 95-100 points et tout. Bah là, au Game 4, on a justement un match très défensif, très haché, dans lequel les tirs ne rentrent pas, les défenses sont athlétiques, sont physiques, ça joue dur dans tous les sens, ça shoot affreusement, je veux dire, genre tiens, mets à l'écran les stats de là de ce match. Vous avez les Pistons qui sont à 38% au tir, 20% à 3 points. Voilà. Le Magic l'emporte à 33% au tir, 26% à 3 points. De toute façon, avec un Jalen Suggs à 1 sur 8000. Oui, tout à fait. De toute façon, on est spoiler, on est aussi dans cette belle conférence Est. Il y a eu un Raptors Cavs ce dimanche qui était une beauté. Je suis d'accord. C'était pas esthétiquement, c'était super, mais c'est vrai que on pensait que dans ce type de setup, Détroit allait quand même s'en sortir, quoi. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que on avait analysé entre guillemets en se disant quand même
dans ce type de match, qui va donc être serré en fin de match, dans lequel il va falloir aller chercher peut-être à la grinta et au talent. Merde, quoi. Détroit doit montrer son statut de favori. Ouais. Ça avait été le cas dans le match 2, qui n'était pas si serré que ça, mais qui était très low scoring. C'était serré à la mi-temps, et puis ils ont mis un blitz dans le troisième quart. Exactement, troisième quart. Et là, incapable de mettre des blitz, incapable de passer la tête devant dans un match physique et haché. Et là, ce match-là, moi, ce Game 3, limite le Game 2, là, ce Game 4, pardon, limite le Game 3 qu'on a vu ensemble à Bordeaux et tout, avec le shoot de Banchero. Très bon match du Magic, vraiment pas bon en défense de la part des Pistons. Non, mais vraiment pas bon en défense. Ils en prennent une palanquée, 113. Ils ont pris 60 points à la mi-temps, c'était terrible. Mais je m'étais dit, ok, mais au moins ils savent ce qu'ils ont à faire. Là, le problème de ce match 4, pour moi, pour les Pistons, c'est que c'est une physionomie complètement différente et ils n'ont pas gagné non plus en fait. Non. Et ça, pour le côté mental du Magic, c'est vraiment un moyen pour le groupe, pour Mosley qui du coup revient en odeur de sainteté. Donc les femmes du Magic sont là. Merde, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On le vire ou on le vire pas ? Ça, on va bien se marrer. On n'en est pas là. La RH. Allô ? Ouais. Parce qu'en fait, on avait rendez-vous avec Jamal le 5 mai, mais on va peut-être devoir annuler le rendez-vous. Mais ça, c'est chaud. Ouais. Et moi, je le trouve vraiment, ce match 4, je le trouve inquiétant pour les Pistons. Vraiment. Non, mais inquiétant au-delà du fait qu'ils se retrouvent menés 3-1. Donc voilà, on sait que c'est compliqué de revenir. Mais en plus, d'un point de vue tactico-technique, t'es là, tu fais merde. Du coup, c'est quoi, les Pistons n'ont pas d'option pour battre le Magic ? C'est quoi l'histoire ? Face à ce Magic, en effet, tu l'as dit, on a senti que le fait de finir face à ce Magic en premier tour de playoff serait moins un cadeau. De là à dire que 10 jours plus tard il y aurait 3-1, je pense que voilà, personne n'était capable de faire ça. C'est une très mauvaise série des Pistons. C'est très mauvais. Faut pas se mentir. Les réactions d'ailleurs, je trouve, vont aussi dans ce sens de l'inquiétude. C'est-à-dire que moi j'ai pas aimé ni les déclats de Jay Bickerstaff. À limite Cade, je peux comprendre, il y a beaucoup de ballons perdus, mais même certains choix offensifs. Le pauvre revient d'un pneumothorax. T'en parlais dans la preview. On a besoin de le voir à fond. Il avait été énorme dès le Game 1, notamment au scoring, mais record de ballons perdus pour Cade. Bravo aussi à la défense du Magic. Sur 3 matchs, Cade Cunningham a perdu 24 ballons. C'est énorme. Il dépasse notamment, je crois, j'ai vu passer James Harden et Larry Bird sur 3 matchs de playoff consécutifs. Bravo évidemment à des Anthony Black, que moi j'ai applaudi notamment sur le travail défensif. Pour le coup, Jalen Suggs il shoot mal. Et Jalen Suggs il se donne. Tout à fait. Anthony Black avait été très bon sur le game 3 en pression. Et puis t'as vu, il coupe la relation Cade-Duren. Eh bien, j'allais venir à Duren. C'est que à coupe la relation. À limite Cade. C'est un boulot d'équipe. Bien défendu, on essaie de voir. Mais le soi-disant second meilleur joueur des Pistons, All-Star cette saison, dans la conversation du Most Improved. La série est compliquée là. Il y a 3 jours, on était sur scène à Bordeaux et j'ai demandé le début des playoffs de Jalen Duren. On a 4 matchs joués et il est en train de perdre totalement les pédales en antenne nationale face à Wendell Carter Jr. Je laisserai les gens faire les gossips dans les commentaires parce qu'en plus il y a une histoire de Angel Reese, je sais pas si tu sais ça. Non. Magnifique. J'en profite pour faire les potins, ceux qui ne le savent pas. Jalen Duren avant était avec Angel Reese. Angel Reese désormais elle est avec qui ? Avec Wendell Carter. Absolument. Ah ouais. C'est très beau. Du coup on a vu Jamal Cain monter sur la tronche de Jalen Duren, là, le poster énorme là, sur le match dernier. Moi j'aime bien le trash talking, Angel Reese, elle a relayé ça sur les réseaux. Bref, ça c'est juste pour le piquant, c'est juste pour les petites choses. Mais Jalen Duren ne fait pas du tout sa série. Moi je le trouve, c'est pas une... On a tendance souvent à dire qu'un joueur s'il est pas là, il est soft, pas soft. Tu sais, parfois on met dans la même tableau, il est pas soft, il a pas fait sa série. Le Magic, on en a parlé dans la preview, a une arme qui marche tout le temps, que les shoots rentrent ou rentrent pas, et on l'a vu contre Boston dernière, c'est l'agressivité. C'est être physique, c'est être intense. Et tu en parlais dans la preview notamment du fait que à Détroit, certes, il y a 2-3 têtes bien sympathiques. Tu disais, il y a Stewart et tout, etc. Non, ça ne leur fait absolument pas peur, Orlando. Et il y a ça leur fait pas peur. Et donc, juste pour finir sur Jalen Duren, je trouve que le plan qui est mis en place, c'est que vu la relation, c'est le mot plan qui est important. C'est le plan. C'est pas qu'une histoire de leur rentrer dedans. Absolument. Là, tactiquement, c'est bien fait parce que comme le Magic, c'est bien défendu. Pour que Jalen Duren puisse vivre très bien fait. Une des meilleures associations de toute la NBA, c'est l'association Cade Cunningham-Jalen Duren. Donc la pression qui est mise
sur Cade Cunningham, où il coupe beaucoup de lignes de pénétration, force la pression pour que les attaques soient mises difficilement, late shot clock en place, c'est ce qui fait qu'on a des scores là, notamment là-dessus offensifs des Pistons qui sont très durs. Ça empêche déjà à Jalen Duren de pouvoir exister comme il peut l'être, comme il peut exister habituellement. L'espèce de free throw line extended, où parfois il a la balle et où il essaye de faire le boulot. Malheureusement, vu que Détroit se trouve face à un excellent plan défensif d'Orlando, notamment en laissant ce garçon essayer d'improviser, mais il est assez timide là, les initiatives de Jalen Duren, elles ne sont pas bonnes. Et moi je ne le sens même pas, même défensivement, s'il est capable de faire des gros contres, et on l'a vu sur le Game 2 où il y a eu du record de contres. Détroit est en train de faire une série en termes de contres réalisés. Il y en a combien ? 8 de Isaiah Stewart là, ils ont fait 18 contres. Ils ont fait beaucoup de contres. Ouais. C'est énorme en termes de moyenne sur la série, Détroit est là. Mais Jalen Duren... Ils ont bien défendu, hein. Bien sûr, mais Jalen Duren, si tu regardes les 4 matchs de la série, c'est impossible pour quelqu'un qui regarde la NBA, soit depuis 3 jours, soit depuis 3 ans, de dire que ce mec est All-Star. Ce n'est pas possible. On n'a même pas eu des séquences de 6 minutes où il arrive à imposer une forme de domination, soit au scoring, soit athlétique, soit au rebond. Ah oui, non, mais c'est sûr, il est... Tu perds ta match-up, c'est compliqué parce que sur les autres match-up, Alex, Cade Cunningham qui essaie de s'en sortir face à la ligne arrière. Bon, il a plus de talent, il n'y a pas de doute. Tobias Harris, moi j'ai rien à redire. Le mec qui fait sa série, il a essayé de... C'est lui qui maintient avec Cade les Pistons sur le Game 3. Mais pourquoi Tobias Harris fait sa série ? Et parce que, il a d'expérience et qu'il a du talent et tout, d'accord. Mais parce que le Magic a choisi de laisser aussi Tobias Harris dire, ok, tu sais quoi, Tobias Harris, vas-y, fais une série. Ouais. Par contre, Jalen Duren, il ne fera pas de série. Et je pensais qu'il y aurait des meilleurs ajustements de la barre du staff des Pistons. Alors, ajustement et Bickerstaff, vous savez ce qu'on pense ici sur ce canapé de ça. Non mais attends, à un moment donné, demandez aux fans des Cavs. Les fans des Cavs, ils regardent la série des Pistons et ils font... c'est vraiment le même avec la corde autour du cou. Bienvenue. C'est ta première fois. Ouais, c'est ça. Les fans des Cavs, ils regardent la série des Pistons, ils disent voilà. Bon, après les Cavs, on va en reparler. Non, mais bien sûr qu'on va reparler des Cavs et de Kenny Atkinson, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est juste que Bickerstaff, qui ne s'ajuste pas ou qui tente des semblants d'ajustement et qui marche pas parce que en fait, il est en train de se. Tu sais quoi ? Je vais dire du bien de Jamal Mosley. Jamal Mosley est en train d'outcoach Bickerstaff. Alors, c'est peut-être pas non plus le mec le plus dur à outcoach. N'empêche que Jamal Mosley, il a vu les Pistons arriver. Je sais pas quelles ont été les discussions avec les joueurs et tout, mais il y a eu des discussions. Il y a eu une mise en place tactique défensive dont le but est de « je ne veux pas me faire fumer par la relation Cunningham-Duren ». Oui, point. Défensivement, oui. Et de l'autre côté aussi, au moment où on a fait le débrief de l'autre côté, après tu veux 1-1, dire l'attaque du Magic ? Du Magic, en sortie de 1-1, on s'est regardé et tu sais, on s'était demandé si Desmond Bane, qui était malade sur les premiers matchs, et Franz Wagner sortent de la boîte, attention Détroit. Desmond Bane, le Game 3, il est parfait. Après, est-ce que c'est vraiment un ajustement tactique ou c'est Desmond Bane qui se met à les mettre dedans en fait ? Évidemment. Tu vois, il les met dedans. Parce évidemment, que les 2 premiers matchs, Desmond Bane, il shoot moins bien que moi. Et il était aussi un peu malade. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand Franz Wagner se retrouve plus responsabilisé dans le Money Time du Game 3, c'est un choix tactique collectif de punir sur Franz Wagner balle en main. Le shoot de Banchero, j'ai même pas envie d'en reparler, c'est un shoot à la Tyrese Haliburton dernière à New York. Oui, il garde le follow-through, mais la balle, elle atteint le plafond, elle passe par Disney World, enfin c'est un enfer. Et elle rentre. Bon, c'est un highlight. Mais je ne réduis pas moi la fin de match à ça. C'est surtout le fait que Franz Wagner a été bon et donc mieux responsabilisé. Ce qui n'était pas le cas sur les 2 premiers matchs. Non, c'est vrai. Et Desmond Bane, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on lui a aussi dit, mec, lâche la gâchette. On t'a récupéré contre beaucoup de pics de draft pour que tu sois l'élément qui nous fasse basculer dans une autre dimension. Cette série, elle est expéditive sans Desmond Bane. Elle est vraiment expéditive. C'est-à-dire que Détroit aurait tout à fait pu dire, on tient, mais en fait, on va prendre le Game 3 parce qu'on est meilleur. Mais non, Desmond Bane, il met 5 tirs à 3 points hier soir et il a été énorme pour entrer des gros shoots sur le Game 3. Donc, oui, défensivement, t'as raison, Jamal Mosley et son staff font le boulot pour empêcher Détroit ne serait-ce que d'exister. Et surtout de mettre le doigt sur quelque chose dont on a tous, et alors là je dis vraiment tous, parlé avant que les playoffs démarrent, c'est Détroit, 60 victoires, tout le monde met du respect, mais est-ce que offensivement, cette équipe vaut quelque chose quand ça se resserre en playoff ? Là, t'as le Magic qui débarque et qui dit « Putain, on va faire un truc bien en défense ». Ils savent faire plein de choses en défense, mais ils ont 2 très grandes qualités défensives. Le Magic, c'est des atouts via leurs joueurs, des atouts physiques, athlétiques qui leur permettent de beaucoup switcher et donc d'avoir de l'adaptabilité face à n'importe quel style d'attaque. Ouais. Donc là, le côté athlétique des Pistons et tout, ils en ont rien à foutre le Magic. Ensuite, ils ont un deuxième atout,
c'est que grâce à ces profils-là, il l'avait montré l'année dernière. Ça s'était un peu perdu cette année sur cette saison, mais là, il le retrouve un peu en play-off. Capacité à mettre en place un plan précis, simple, et si les mecs exécutent en défense, t'es dans la merde. Et c'est exactement ce qui arrive aux Pistons. C'est-à-dire que Wendell Carter Jr. protège hyper bien son rebond, et les Banchero, Wagner, Tristan da Silva, quand Jamal Cain, il a pris 9 rebonds hier soir. Ouais, il est nul, mais il a pris 9 rebonds. Jamal Cain, il est plus sur les extérieurs. Donc attends. Ouais, mais il vient aider. Ah oui, il vient aider, bien sûr. Non, mais attends, c'est pas ça que je voulais dire. Pardon, vas-y. Je voulais dire, les Banchero, Wagner et tout, on le voit, viennent beaucoup contribuer à couper le short roll de Jalen Duren. Beaucoup. Quitte à laisser Tobias Harris shooter, ou mieux encore si c'est Osar Thompson, là c'est laisse tomber. Les mecs ils le prient de shooter quoi. C'est un truc de fou comment il n'est pas respecté. En même temps il n'y met pas dedans. Oui. Et Duncan non plus n'a pas mis dedans. En plus Duncan Robinson ne met pas dedans, mais ça c'est du bonus pour le Magic on va dire. Ça fait pas partie du plan tactique je pense de laisser Duncan Robinson shooter. Non, tout à fait. Tobias Harris, je pense que ça en fait borderline partie, et effectivement Osar Thompson par contre c'est sûr c'est dedans. Et le but du jeu c'est on ne veut jamais que Cade puisse aller vers le cercle tranquille. Ça vraiment là-dessus Jamal Cain, travail incroyable avec Anthony Black, avec Jalen Suggs, avec du Desmond Bane aussi. Enfin en gros vous me switchez tout et vous mettez vos gros muscles, et je ne veux pas que ce mec aille au cercle. Il y va quand même parce que c'est Cade Cunningham mais le moins possible si on va dire. 3 points t'as gagné ta possession. Voilà exactement. Et dans le même temps les forwards et le pivot, je ne veux pas que Jalen Duren ait de l'espace là sur la ligne de lancer ou quoi. Et il y a un vrai travail qui est fait. Il est fait de manière physique. Pendant ce temps-là, Wendell Carter, l'autre, je sais pas si ça a à voir avec Angel Reese ou quoi, parce que j'apprends les choses, mais il fait un beau chantier. Mais oui, il fait un beau chantier. Vraiment, il fait son chantier. Bien, oui, non mais vraiment, à la Angel Reese. Il fait un chantier à la Angel Reese. C'est vrai. Bien sûr. Il est un peu plus adroit. Donc, c'est vraiment ça. Il faut féliciter le Magic pour ça. Et franchement, les Pistons, genre, c'est chaud, parce que t'as raison, Bastien. Genre, là, ils se font complètement exposer offensivement. C'est-à-dire que, ok, c'est un plan tactique bien exécuté, mais ça veut dire quoi? Les mecs, ils ont un plan tactique défensif et ça y est, c'est fini, les Pistons? Moi, j'ai l'impression. C'est chaud quand même. C'est très chaud. Si tu regardes la série, tu es en droit de te dire c'est tout à fait un 1 versus 8, mais le 1, c'est Orlando. Oh non, t'es dur. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Juste. Tu sais quoi? Moi, ça ressemble plus à un 4v5. Oui, alors, je disais ça pour rigoler parce que, en fait, Orlando est un faux 8, déjà. Orlando est une équipe qui a du talent et qui n'a pas fait une bonne régulière. Mais c'est un faux numéro 8. C'est un faux 8. Par contre, les Pistons, sur la régulière, c'est un vrai 1, quoi. Sur la saison régulière, c'est un vrai 1. Ils font 60 wins, ils sont forts, mais c'est un vrai 1 de saison régulière. Et là, au moment où on arrive sur cette série, c'est parfois une question de match-up, parce que c'est ton tirage. C'est un mauvais tirage pour les trois. Et ce que je voulais dire en blaguant par rapport à 1 versus 8, c'est que l'équipe, pour le moment, qui s'est ramenée... Je te donne juste les conditions à peu près, la recette d'une équipe très forte en 1 qui doit essayer de faire le boulot sur une série contre un 8. Remporter un des 2 matchs à l'extérieur. Orlando l'a fait. Ils les ont attaqués à la gorge dès le Game 1. Faire le travail dans le money time devant ton public si les mecs se battent en face. Orlando l'a fait, non mais je suis d'accord. T'as l'impression que c'est eux, les darons, qui savent très bien comment faire. Et même, on l'a vécu à Bordeaux, ce Game 3, Détroit, là, quand ils égalisent après un énorme coup de chaud de Cade Cunningham. Comment tu perds cette fin de match? Ce n'est pas possible. C'est pas possible, je suis d'accord. Incapable de verrouiller défensivement. Pour le coup, ils ont perdu, c'est leur défense qui a perdu. Donc c'est vraiment le problème pour Détroit. Et du coup, je vais te poser la question comme ça, on va en finir sur cette série parce qu'on en a 4 autres. Si t'es les Pistons, là, après 4 matchs, là, t'es mené 3-1, est-ce que tu peux éviter le gros upset? Et si oui, comment? Parce que t'es quoi? C'est quoi là? C'est les Pistons, bon ok, le prochain est chez eux. Allez. Mais après, il va falloir retourner à Orlando. Enfin, on espère pour eux qu'ils vont retourner à Orlando parce que sinon, ça veut dire qu'ils ont pris 4-1, c'est chaud. Moi, je pense pour le coup que en l'état... Elle est peut-être pas finie celle-là de série. Je sais pas, ils ont potentiellement sur les 3 qui restent, ils en ont 2 chez eux. Va falloir en gagner à Orlando si tu veux pas que la série soit finie. C'est chaud, mais comment ils peuvent s'y prendre? En l'état, vu qu'on a surtout apprécié la deuxième mi-temps du Game 2 des Pistons, je pense qu'ils doivent retrouver certains de leurs éléments qui pour le moment sont picorés par les Pistons. C'est-à-dire que dans ce jeu d'agressivité, d'aller provoquer plus de lancers francs, parce que quand ton attaque elle va pas bien, et que tu as certains shooters qui sont en méfiance, va provoquer des lancers,
vas-y. Et en soi, ils en ont provoqué. Mais il faut que je regardais, ils ont eu 28 quand même. 28. Déjà, c'est bien d'en mettre 80%. Ce serait bien c'est sûr que tu n'en mets que 71%. Que les Pistons, s'ils mettaient leur lancer aussi, ce serait sympathique. Mais tu es sur un match que tu perds de 6 points, tu loupes plus lancer, on en est là aussi. On est sur des détails. Donc, il faut être agressif, mettre certains joueurs dans l'endos dans la difficulté avec des fautes. Parce que là, tu as des joueurs dans l'endos, tu as l'impression, prendre 6 fautes, c'est détente. Donc déjà, il faut qu'il soit bon là-dessus. Il faut remettre Jalen Duren en confiance. Il faut continuer. J'ai même pas envie de demander à Kay de trop changer les choses parce qu'il est tellement au centre du plan de jeu défensif de Orlando. Qu'est-ce que tu veux que je lui demande ? De faire un match à 45 points et 0 ballon perdu ? C'est quasiment pas possible. Les mecs, c'est des tueurs à gages en face. Donc il faut continuer à bien défendre. Comment tu remets Jalen Duren en confiance du coup ? C'est quoi l'idée ? Comment tu fais ? Tu lui demandes de se placer ailleurs ? Est-ce que tu demandes, dès le début du match, il faut qu'il ait des positions avec la balle et qu'il aille provoquer à domicile des lancers. On sait comment ça se passe. Wendell Carter va prendre une faute, il va avoir des rotations. Il faut tu les sers au poste et tu lui demandes de jouer Wendell Carter ? Ou alors de l'avoir, comme on a pu le voir sur cette saison, parfois avec la balle en main un peu mid-post et de poser des écrans pour lui pour qu'il aille driver. Parce que quand Jalen Duren il passe l'épaule, 8 fois sur 10, tu vas avoir de lancer ou un rebond offensif. Moi, je trouve que ça manque de créativité aussi côté Détroit. Je pense qu'il faudrait, ramenez-moi, demander à Tobias Harris de faire des gros écrans pendant que Jalen Duren est dans le dunker spot. Bien sûr. Et on l'a vu une fois ou deux, mais pas assez. À mon sens, tu vois, il y a pas mal de choses. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont besoin d'Osar Thompson en défense, mais que quand il est sur le terrain, le Magic, on n'a rien à faire. Donc le joueur qui est sur Osar Thompson est soit en double sur Cunningham, soit en double sur Duren. Oui. Et du coup, c'est très bien joué de la part du Magic et ça pose un problème aux Pistons. Maintenant, de là à dire ce problème est insoluble, vas-y, s'il te plaît, Bickerstaff et son coaching staff, mais je crois qu'il faudrait juste en revenir. Faut se sortir les doigts. Il faudrait déjà en revenir aux bases. Quand je te disais là, c'était un plan par rapport à Jalen Duren. Non, parce que j'aime bien, mais je veux bien savoir comment en fait. Qu'est-ce que si tu lui fais faire ? Jalen Duren qui a le ballon, n'importe quel joueur peut lui poser un écran sur c'est-à-dire un inversé pick and roll. Ça me dérange pas qu'il y ait, on l'a vu en saison régulière, des joueurs qui viennent poser un écran sur le défenseur de Jalen Duren pour que quand il passe l'épaule, en fait, soit tu as le défenseur du meneur, soit Kate, soit Tobias, c'est un joueur plus petit, qui va jouer physiquement Jalen Duren. Il faut qu'il soit agressif. Il faut que son staff et ses joueurs, ses coéquipiers viennent le voir et disent « Frérot, tu peux nous mettre 20 points. On en a besoin là de tes points. On a besoin de ton efficacité. On a besoin de créer des rebonds. » Et pareil de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a Orlando qui sait que s'ils sont inefficaces, ils ont pris 16 rebonds offensifs hier soir. Tu ne boxes pas, tu n'es pas sur le terrain. Ça doit être un match où Détroit doit rappeler qui est l'équipe la plus forte dans le jeu nasty. Ils ont besoin d'être beaucoup plus nasty. Orlando est en train de faire la chanson à Détroit dans leur propre secteur de jeu. Ce n'est pas normal. Non, c'est pas normal. Après, est-ce qu'on retourne à Orlando ? Oui. Donc 3-2. Oh. Allez. Moi j'avais dit 4-3. T'avais dit combien toi ? Je crois que j'ai dit 4-1 et toi 4-2. T'as dit 4-3 ? Non, j'ai dit 4-3 je crois moi, non ? 4-3 peut-être, ouais. Je suis pas sûr, puis j'ai changé de carnet, je peux pas vérifier. T'as peut-être dit 4-3, ouais. Je crois que j'ai dit 4-1 des 3 parce que je pensais que le numéro 1 allait jouer comme le numéro 1. Donc toi t'as dit 4-1 et moi j'aurais dit 4-3. C'est marrant parce que là petit à petit je vois plus un 4-2 Magic en fait. En fait, je pense quand même que Détroit est capable de réagir devant son public et tout. Et encore, je leur demanderais la plus grande méfiance. Parce que là, il y a un Magic en confiance et tout. Et il ne faut pas oublier quelque chose, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, ce Game 5. Non seulement le Magic le gagne grâce à sa défense et tout, mais Desmond Bain et Wagner, ça va. Mais Jalen Suggs est affreux au tir. Ouais, et attention, Banchero est affreux au tir aussi, alors que Banchero, c'était pas si mal que ça depuis le début de série. Après, il va chercher plein de lancers. Il fait d'autres trucs. En défense, on parle jamais, mais alors défensivement, Banchero, il a fait un boulot. Il se donne dans cette série. Mais ce que je veux dire, c'est que non seulement le Magic a gagné, mais attention aux Pistons, j'en sais rien, moi, le soir où on voit bien où Jalen Suggs se prend pour Marcus Smart et que ça rentre, quoi. Pourquoi pas ? Non, mais. Bien sûr. On va retourner à Orlando. Je pense aussi. Moi aussi, je pense quand même qu'on va retourner à Orlando à 3-2. Mais après, c'est possible. Après, on en reparlera le moment venu, mais voilà. J'espère qu'on ne se retrouve pas dans 2 jours en train de débriefer la fin de saison des Pistons, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Moi, j'ai en plus 2-3 takes formidables à devoir ressortir. Dans tous les cas, je vous remets ici dans l'histoire des playoffs. On a eu 3 à 298 séries avec une équipe qui mène 3-1. Il y en a seulement 13 qui a réussi à faire une remontada pour s'imposer. On en parlait un peu en intro. Les Pistons font face à une sacrée montagne. Dites-nous, fans d'Orlando ou des Pistons, ce que vous voyez. Prochain match mercredi. Je sais pas si tu l'as sous les yeux. J'ai un planning là. Prochain match dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est ça. Tout à fait. À Détroit donc. On enchaîne. Ouais.
Une équipe était menée 3-1 dans la série où il y a le plus de trash talking évidemment de toute cette série de premier tour de playoff. Les Nuggets sont revenus à 3-2 hier soir, victoire 125-113 après 2 matchs bien compliqués. Du côté de Minneapolis, on a tout vécu. Robin et Simon ont fait un gros débrief ce dimanche, le Ayo Dosunmu Game pour le plus grand plaisir de Robin. Victoire des Nuggets. Encore quelques soucis là au niveau des blessures, puisque Naz Reid, même s'il a pu revenir un petit peu, s'est fait marcher sur la cheville et donc ça fait un blessé de plus. Non mais il faut, Edwards, voilà. Bon, vous verrez, il y a déjà une vidéo sur la chaîne qui a été faite dimanche par Robin et Simon, parce qu'évidemment il y a eu le Ayo Dosunmu Game, mais le Ayo Dosunmu Game c'est at what cost, parce qu'en fait dans le même match tu perds Anthony Edwards plusieurs semaines, donc de toute façon cette série pour lui elle est terminée, et si jamais les Wolves passent, probablement il joue pas non plus une demi-finale de conf. Et tout le monde n'est pas Jason Tatum, donc Dante DiVincenzo on ne sait pas s'il rejouera. Et Dante DiVincenzo c'est sûr que c'est mort pour un moment, donc c'est chaud. Tu joues quand même, faut remettre dans le contexte. Les Wolves sont allés à Denver la nuit dernière avec un backcourt titulaire Conley Dosunmu. C'est chaud. Dosunmu a montré qu'il pouvait être mais Conley, on le sait très bien. D'ailleurs, Conley, il n'a pas joué beaucoup, il a eu très peu de tirs. Enfin, c'est trop compliqué pour lui d'être aujourd'hui titulaire en NBA. T'as raison, il faut signaler que Naz Reid s'est fait un peu mal, mais bon, on va suivre de près. C'est que ça commence à faire beaucoup. Et en face, il y a des blessures aussi, mais là, Minnesota, c'est quand même ton starting backcourt qui est pas là. En fait, Minnesota, il y a des blessures. Starting backcourt, c'est vrai, il faut le dire. À Denver, ils ont joué avec le fameux Spencer Jones. J'adore. Priorité de re-signature cet été. Lui, le mec, honnêtement, en début de saison, on ne savait pas qui c'était. C'était chaud. C'est vrai. Entre lui et Valanciunas, le choix est fait. C'est un truc de fou. Le mec, on lui dit attends, mais il n'y a pas Aaron Gordon, il n'y a pas machin. Le mec, vas-y, il a mis combien ? Il a mis 20 points. Spencer Jones titulaire, il a mis 20 points à 7 sur 9 au tir. Il défend le mec. Non mais c'est Georges Niang régène un petit peu à Utah. On avait vu un petit peu cette espèce de pâteau un peu hyper mobile qui est capable de dégainer à 3 points, hyper intelligent, smart. Non franchement Spencer Jones c'est bonheur. Et dur au mal, enfin il apporte. Enfin non donc Denver n'a pas fait un si grand match que ça, a fait le match qu'il fallait faire. En face, les Wolves ont essayé de tenir comme ils pouvaient. Je sais pas s'il y a des grandes conclusions à tirer de ce match. Denver était à la maison. Les Wolves viennent de perdre Anthony Edwards et de perdre Dante DiVincenzo dans le même match. Donc il y a quand même un... si Denver prenait pas celui-là... la vidéo du siècle qu'on aurait sorti. Non. Si Minnesota est fini en 4-1... Non. Donc là, évidemment... T'as une opportunité. C'est une énorme opportunité. Sur l'ensemble des séries qui sont à 3-1, tu sens qu'avec le contexte qu'il y a au niveau blessure... Celle-là, elle était à 3-1. Elle était à 3-1. Elle est à 3-2 désormais. Denver a la possibilité. Et en plus, comme je l'ai dit en intro, c'est une équipe qui, chez ses cadres, notamment évidemment Jokic et Murray, ont connu des 3-1 leads et sont revenus par le passé. Face aux Clippers, face aux Jazz, etc. Donc c'est pas quelque chose qui leur fait peur. Et là, il y a un bout de vent qui pousse dans leur dos parce que tu as Anthony Edwards et DiVincenzo qui sont pas là, parce que tu sens aussi que la pression va être énorme sur Minnesota à domicile. Si vous avez l'énergie nécessaire, regardez s'il vous plaît le Game 6 qu'il y aura à Minnesota. Je pense qu'on n'est pas prêt pour l'ambiance qu'il y aura à Minneapolis, parce que là c'est le rendez-vous au sommet. C'est le match le plus important de l'ère de Minnesota là. C'est-à-dire que tu as mené 3-1, tu as fait le boulot. Et Denver, c'est important aussi, je te le dis. Et Denver, c'est pour ça, c'est le sommet. Si les Nuggets se font sortir alors qu'il n'y a pas Edwards et DiVincenzo, attention, j'entends Peyton Watson, Aaron Gordon et tout, mais juste, on n'est pas sûr. Non, complètement, ça n'a rien à voir. Mais il y aura effectivement, tu as raison, il n'y aura pas Peyton Watson, il n'y aura pas Aaron Gordon à ce match 6 chez les Wolves. Ils ne seront pas là. Aaron Gordon, c'est sûr ? Là, j'ai expected to be out until at least le 30 avril. Non, donc le 30 avril c'est jeudi, donc il sera pas là. C'est chaud. Donc va falloir jouer avec Spencer Jones et Cam Johnson. Cam Johnson qui fait un très 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 bon match 5. Game 5. Pendant que Christian Brown c'est plus compliqué. Oui. Mais après de toute façon il y a aussi Jokic qui fait un grand match et tout. Donc de toute façon les Nuggets on le sait depuis le début, ils ont quand même plein d'armes. La preuve là il leur manque 2 gros joueurs sur le forward et en fait ils te sortent quand même un front de courte Johnson, Spencer Jones, du Jokic qui est très sérieux quoi. Oui. Tu vois, donc ils ont de la ressource et tout. Le vrai sujet pour les Wolves c'est, tu vois Bastien, je veux bien que tu me dises ton avis. Là les Wolves donc reviennent à la maison pour un Game 6 importantissime. On a vu là sur ce Game 5
qui était beaucoup plus ouvert que ce que j'aurais pensé. J'aurais pensé que les Wolves essaieraient de le fermer beaucoup plus défensivement et tout. Finalement, ça a quand même été un assez gros match au scoring. Je pense pas que les Wolves puissent gagner là un gros match au scoring contre les Nuggets. Non. Il n'y a pas Anthony Edwards, quoi. Et même Donte DiVincenzo, il pèse, mais surtout, il n'y a pas Anthony Edwards. Donc, ça me paraît vraiment trop ambitieux. Donc, les Wolves doivent, à la maison, absolument ralentir leur rythme, avoir le plus de possession possible des Nuggets qui se jouent sur demi-terrain pour pouvoir défendre bien, utiliser Gobert, utiliser Jaden McDaniels et tout. C'est ça la solution, c'est ralentir le rythme. 96 points sur les games 3 et 4, Denver. 96 points. Ils ont limité Denver 2 fois sous la barre des 100 points. Tu ne joues pas à un jeu offensif avec Denver. Non. D'ailleurs, il y en a un qui a, comme tu l'as bien dit là à l'instant, qui a remis un petit peu les points sur i parce que très très peu de monde, et c'est mérité, se fait autant tabasser là sur les réseaux que Nikola Jokic et rend du respect et de l'hommage à Rudy Gobert parce que sur le début de série, c'est énorme ce qui se passe du côté de Rudy et le plan de jeu défensif de plutôt laisser notamment Rudy sur une île déserte avec Nikola Jokic, et je suis désolé, Jokic ne fait pas sa série. Jusque-là, but du jeu, couper les partenaires, couper la passe de Jokic, quoi. Tout à fait. Donc là, Jokic a fait un très gros. Et puis les partenaires, ils ont mis dedans là. En plus. Game 5, il est partenaires mettent dedans, donc c'est un shoot. C'est un match de Denver, 60% au tir, 40% à 3 points. Merci. Le problème, c'est que j'ai vu des gens, oui, ils shooteront pas toujours comme ça. Si. Attention, ils peuvent. Je dirais pas ça les Nuggets. Moi non plus. C'est pas vraiment, s'il y a bien une équipe dans laquelle je dirais pas ça. Je dirais pas ça du tout. Attention quand même. Tout à fait. En fait, je pense que là où il y a des garçons qui doivent faire leur boulot, c'est-à-dire que Julius Randle sait ce qu'il doit faire. J'ai pas de doute sur le fait que Julius Randle sait ce qu'il doit faire là sur le match à venir. Et on les a vus là, il a énormément d'opportunités en l'absence de Anthony Edwards. Il allait provoquer ses lancers francs, il allait baisser son épaule. Il fait plutôt son match. Il fait son match et il l'a vu tout au long de la série. Comme pour Jaden McDaniels, qui lui, je trouve, n'a pas été aussi fort offensivement qu'il peut l'être. Lorsque Julius Randle et Jaden McDaniels sont à 2-3 mètres du panier, il n'y a pas la hauteur ni les qualités athlétiques côté Denver pour venir les chercher. Non, c'est vrai. Il n'y a pas. Non, y a pas. Vrai, ils doivent être agressifs. Donc McDaniels et Randle, on doit remettre au maximum dans la raquette. Même Rudy a été capable de provoquer des rebonds offensifs, de mettre ses petits hooks, etc. Donc déjà, je demanderai à mon front de courte, les gars, notre bread and butter, il est là. Allez, on espère que pour Conley, Dosunmu, peut-être un coup de chaud, j'en sais rien moi, de Jalen Clark ou d'autres gars qui vont pouvoir rentrer. C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu changes pas ton backcourt titulaire? Est-ce que vraiment Conley peut jouer en fait? Conley, moi je suis pas sûr qu'il puisse jouer. Est-ce que tu dois pas, si t'es Chris Finch, dire ok, tu sais quoi? Non, là c'est la merde. C'est dans ce genre de match que aussi t'es content d'avoir quelques minutes de Mike, mais je sais pas s'il est titulaire ou quoi que ce soit. Moi j'ai trouvé ça compliqué là. Ouais, bien sûr. En fait, je sais pas ce qu'il sait. Je n'ai pas l'un. Si, il a quand même joué. Je serais pas contre le fait de continuer à donner des bonnes minutes à Bones Island en disant frérot, là on a besoin d'offense, donc vas-y aide-nous si on sent que c'est un petit peu compliqué. Ok, moi je donnerais plus à Jalen Clark. Jalen Clark évidemment qui est dans un autre registre défensif, mais de base. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour se dire que le Game 5 des Wolves, ils étaient moins bien préparés, pas prêts pour l'attaque de Denver qui, elle, s'est dite on va profiter justement des absences en face. Donc, il faut que Chris Finch et son staff disent défensivement, il faut qu'on reprenne nos bases d'équipe top 5 défensive. D'où mon Jalen Clark, Absolument. Qui au moins t'amène plus de physique et qui va aider Dosunmu. Absolument. Et alors que Conley va être ciblé, c'est sûr. T'es à domicile, oui. Tu vas avoir le public, tu vas avoir forcément des formes d'arbitrage de ton côté, vas-y. Tu as moins le luxe offensif de pouvoir poser le jeu avec Anthony Edwards, avec compagnie. Faut défendre dur, prendre les rebonds et y aller. Et cavaler. Ouais, cavale. C'est aussi simple que ça, parfois le basket, mais dans la configuration des Wolves, toi tu penses que... Alors, cavaler, il faut qu'ils ralentissent le jeu offensif des Nuggets le plus possible et que eux, ils profitent de la moindre opportunité pour jouer vite quand eux, ils ont le ballon. Mais quand Denver a le ballon, ils ne peuvent pas se permettre que ça aille trop vite. Oui. Donc c'est un truc assez difficile à mettre en place. Et dans ce sens-là où je suis sceptique sur l'utilisation de Mike Conley, d'ailleurs on a vu là dans le Game 5 il n'a pas pu jouer beaucoup de minutes parce qu'en fait défensivement les Nuggets sont pas cons, tout de suite ils le mettent dans les pick and roll, ils essaient de jouer sur lui ou sur Dosunmu, et là la différence elle est flagrante défensivement entre un Donte DiVincenzo Edwards et un Conley Dosunmu, la vache. Donc c'est pour ça que j'aime bien Jalen Clark parce qu'il amène au moins, il est jeune, il manque d'expérience et tout, par contre il amène des qualités athlétiques un peu plus, sans être un lockdown forcément, mais c'est quand même un mec qui défend et qui ramène du physique. Moi j'avoue c'est à lui que je filerais des minutes, mais peut-être plus facile à dire qu'à faire ça. Si t'es Denver, Alex, ouais. Je te pose la question, tu sens qu'il y a un chemin. Là, si t'es Denver, tu dis les gars, Comment est-ce que tu fais
là pour provoquer le scénario idéal qui est retourner à Denver pour un Game 7 avec une équipe qui aura perdu 2 joueurs de son 5 majeur et 2 matchs de suite. Ouais, je pense que très sincèrement, là, côté Denver, ça va être intéressant de voir. Là, maintenant, ils ont compris comment les Wolves allaient essayer d'attaquer. C'est-à-dire que beaucoup de ballons vont passer par Julius Randle. Donc, tu as envie que Julius Randle il prenne des tirs dans le périmètre. Ton problème, c'est que comme tu n'as ni Peyton Watson ni Aaron Gordon, tu n'as pas tes vrais gars à mettre en premier rideau sur lui. Genre, parce que Cam Johnson et Spencer Jones sont des défenseurs intelligents qui se donnent et tout, mais il leur manque les kilos. Tu vois, là où Aaron Gordon nez à nez avec Julius Randle, bon, ça. Ouais, puis en taille-poids, ça colle bien et tout. Et même Peyton Watson est quand même s'il est un peu moins costaud, il est quand même athlétique et tout. Ouais, voilà. Donc t'as pas vraiment. En revanche, tu peux presque te permettre le luxe de dire, bah tu sais quoi, de temps en temps, on va doubler sur lui en fait. On va doubler sur lui de temps en temps. On veut qu'il lâche sa balle en fait, ou qu'il shoot dans le périmètre. Ensuite, tu vas regarder quels vont être les choix qui vont être faits dans le backcourt par les Wolves. Et à chaque fois que Chris Finch va tenter une option, logiquement, tu as, toi, un truc à exploiter. Chris Finch tente du Conley de Sunmu. T'attaques sur le backcourt, tu cherches les switches, tu cherches à les impliquer dans des pick and roll et à leur faire des erreurs. Tu vois, beaucoup plus que des Jaden McDaniels ou des Rudy Gobert ils font moins d'erreurs quoi, tout de suite. Voilà. Tu vois, tu as beaucoup plus envie de ça. Deuxièmement, là, faut faire bosser à fond Randle en défense parce qu'il a tellement de responsabilités offensives. On le connaît, l'ami Julius. Donc, honnêtement, la liste des choses à exploiter pour Denver, elle est longue là. Tout de suite, elle devient tout de suite beaucoup plus ouverte et tout. Donc, je suis très curieux de voir comment Denver va gérer ce Game 6 à l'extérieur. Pour moi, les Nuggets doivent mettre un coup de poing sur la table d'entrée de match pour montrer qu'il n'y a pas d'espoir ou quoi que ce soit. Il va y avoir un Game 7, les gars. Ils doivent. Et donc ça passe par d'une grosse entame de, à minima, une des deux stars, ou Jokic ou Murray. Tu vois, ça score, ça y va, ça cherche des lancers et tout. Et le ballon, on a revu ça là dans le Game 5, le ballon de Denver qui se remet à circuler avec plein de bons choix, avec Jokic en plaque tournante évidemment, mais aussi un Murray qui fait plein d'extra passes bonnes et tout machin. J'ai beaucoup aimé le match de Cam Johnson dans ce sens-là, où je trouve qu'il a ou pris les tirs quand il fallait les prendre, ou lâché le ballon en mode extra passe quand il fallait. Enfin, Denver là se retrouve être l'équipe qui a le plus d'options offensives de loin et peut se permettre en défense de focus sur Julius Randle. Il n'y a pas Anthony Edwards quoi, donc c'est incroyable pour eux. C'est une série assez énorme. Je crois que je pourrais même ressortir un extrait de la série A1. On l'a débriefé, je crois, la série A1, je crois, un truc comme ça. Ouais, bien sûr. Et où je disais cette rivalité est tellement folle que je serais pas étonné qu'il y ait 3-1 Wolves et que ça Alors j'avais pas ce contexte-là, Anthony Edwards puis Anthony Vincenzo, mais cette rivalité est tellement folle. Il y a du trash talking, il y a les médias qui se rentrent dans la gueule, là, les blogueurs des Nuggets qui en prennent plein la tronche face aux blogueurs des Wolves. Ça va être un bain de sang. Je souhaite juste une chose pour nos amis les Wolves. Je pense que s'ils sortent ces Nuggets-là dans ce contexte, ça va être extraordinaire en termes de réaction sur l'ensemble de la planète basket, parce que, désolé Denver, sur 5 matchs, la meilleure équipe, c'est Minnesota. Sur 5 matchs, la meilleure équipe, là, vraiment, c'est Minnesota. Et donc, j'attaquerai très fort sur Jamal Murray et Nikola Jokic. Faites-les-moi bosser. Mais le problème... Faites-les-moi bosser. Bien sûr, mais attends, mais complètement évident. Sauf que le problème, c'est que tu viens d'enlever 2 joueurs en capacité de faire ça. Next man up. Anthony Edwards, évidemment. Et Donte DiVincenzo, qui est quand même un mec qui est assez agressif et tout. Next man up. Si j'ai moins de 20 pick and roll c'est sur la soirée... Bien sûr, un pick and roll d'Osunmu, pick and roll Julius Randle. Oui, et évidemment. Même Island, et on y va. Allez-y les gars, perforez, on y va. Bien sûr. Pas Mike Conley, on est d'accord. Bien sûr, après, je pense que... je comprends ce besoin offensif. Je pense que ça commence par, comme ils l'ont fait lors des matchs qu'ils ont gagnés, une défense de fer la plus dure possible et qui casse le rythme des Nuggets, qui leur casse leur confiance et tout, parce que si t'attaques bien mais que tu défends mid et que donc du coup t'attaques bien face aux Nuggets qui attaquent bien, tu vas perdre. Non, c'est sûr. Tu vas perdre. C'est sûr. Game 7 ? Yes or no ?
Moi, c'est Game 7. Pour moi, je pense qu'il va y avoir un Game 7. Je pense que c'était pas du tout un non pas que les Wolves aient démérité, hein, mais c'est pas du tout un bon match 5 pour eux. Ça a complètement remis les Nuggets dans la route offensivement là. Ça a une gueule de Game 7. Je vais pas te mentir, je suis hyper triste pour les fans des Wolves. Ah non, mais attends, parce qu'en fait, ne disrespectant les fans des Nuggets, hein, je rêverais que Minnesota remporte ce match. Parce que franchement, sur 5 matchs. Après, c'est l'histoire des playoffs. Hein. Il y a des blessures, faut faire avec. Mais tu vois, entre guillemets, j'aimerais tellement que devant ce public, Minnesota fasse le match de peut-être le plus grand match de l'histoire de la franchise, tu vois. Le match de zinzin. Pour moi, c'est un match de zinzin défensif qu'il faut. Ah ouais. Mais après, on verra. Ça se trouve, Dosunmu va refaire une Michael Jordan ou plutôt une Steph Curry plutôt d'ailleurs. Ouais, ou un mec en sortie de banc, Nasrid, il va te mettre 25 points à 8 sur 11 à 3 points. Ça serait incroyable au niveau ambiance. Là, j'étais pas là-dessus. Je te demandais plutôt un pronostic en fonction de tout ce qu'on vient de dire et de la situation. Moi aussi, émotionnellement, je trouverais ça incroyable à vivre que les Wolves finissent ça à la maison, devant leur public, en 6, et que du coup on soit obligé de débriefer, malheureusement pour eux, mais quand même un gros chiage de la part des Nuggets, pour le coup, attention. Dessus, voilà, exactement. Alors que là, je trouve, d'un point de vue plus, entre guillemets, raisonnable, je sais pas si c'est le bon mot, mais rationnel, pardon. Un point de vue rationnel, j'ai l'impression que ce Game 5 a vachement remis les Nuggets dans le sens de la route, et que du coup... vu les difficultés de blessures que là les Wolves affrontent, je vois bien les Nuggets ramener cette série chez eux pour un Game 7. Quoi. Et par rapport à ta question, je vais te répondre clairement. Sur cette rivalité, il y a absolument tout qui est possible. Donc je vais te dire Game 7 et même Minnesota peut remporter le 7. Ah oui, non, mais franchement, on a tout vu dans cette rivalité. C'est incroyable. On les a vus se prendre une remontada en Game 7 à l'époque avec Karl Anthony Towns et compagnie. On a vu des fadeaways de Rudy Gobert. Il se passe toujours une dinguerie. Donc rendez-vous absolument immanquable pour le 6. Je pense qu'on va retourner à Denver. Et à Denver, bon courage aussi à Denver pour finir le boulot à la maison avec les Wolves qui disent on met tout dans la bataille parce que là on menait 3-1 quoi. C'est chaud putain, c'est chaud. Quelle série. Franchement... Il y a peu de choses qui sont certaines, mais alors quand les playoffs démarrent et qu'on voit logo Wolves, logo Nuggets, c'est toujours ça fait quand même chier toutes ces blessures qui viennent gâcher la fête là. Mais bon, après malheureusement c'est le jeu du sport de haut niveau. Tu sais qu'il y en a qui se frottent les mains. Hein. Ouais. Spurs Blazers. Puisque les Spurs mènent 3-1 et que le vainqueur de cette série affronte le vainqueur de Wolves Nuggets. Donc soit Minnesota termine le boulot, on est entre béquilles et chaises roulantes, quoi. Soit c'est Denver et on va voir la situation d'Aaron Gordon et Peyton Watson et compagnie. On était au Grand Rex ce dimanche pour voir le Game 4. Les Spurs s'étaient fait remonter à 1 partout à domicile. On avait 2 matchs à jouer à Portland. On a eu 2 matchs avec des configurations très différentes. Un match 3 sans Wemby, un match 4 avec l'Alien. Le travail est fait. Retour à la maison en menant 3-1. Match 3 sans Wemby que les Spurs ont bien maîtrisé. Harper, Castle, défensivement. Bryant. Ouais, Cornet. Vraiment, c'était bien. Et un match 4 qu'on a effectivement vécu tous ensemble avec 2500 déchaînés au Grand Rex. Un match avec 2 visages. Hein. La première mi-temps des Spurs, elle est pas terrible. Vraiment, défensivement, c'est pas terrible. Les Blazers font le taf, ils attaquent comme il faut et tout, machin. Mais là, les Spurs n'y sont pas, ni dans l'intensité, ni même dans les choix tactiques. Enfin, ils sont pas bien placés. Il y a des lignes de drive ouvertes. Enfin, c'est vraiment genre Avdia, il peut se balader comme il veut là-dedans. Et Robert Williams sur la tête de tout le monde parce que bref. C'est une sharp transition. Tout le monde y va. Ça va pas du tout. Il y a moins 18 à la mi-temps. Moins 18 à la mi-temps. Je peux vous dire que j'étais là. Moi, je me baladais un peu dans les rangs du Grand Rex. Je voyais les gens qui allaient se prendre un petit truc à boire ou quoi. Côté Spurs, ils avaient plus faim. Hein. Ils avaient plus faim et ils étaient là en mode t'as autre chose que de la bière parce que je boirais bien un truc plus fort. Moi j'étais confiant. Oui, t'étais confiant, mais t'étais pas non plus. Enfin, j'étais à moins 18 quoi. Attends, et je voyais le score, je me disais qu'est-ce qui se passe. Mais je me disais ce groupe a les réserves pour faire 24 minutes digne d'une équipe qui peut être championne NBA. Et la deuxième mi-temps du Game 4 de Spurs Blazers, c'est un adulte qui met la main sur la tête d'un enfant et qui dit « ça s'arrête maintenant ». La deuxième mi-temps des Spurs, c'est un chef-d'œuvre. C'est ce que font les grandes équipes. Ah oui, je suis d'accord. Ils ont été énormes. Devin Vassell qui push.
en premier lieu pour essayer de mettre De'Aaron Fox sur l'ensemble du match. C'est lui qui tient la baraque. Pour une fois, on va le dire, parce que parfois il se fait tout le temps critiquer. Il a été tout le temps critiqué. Là, sur ce Game 4. Mais il est magnifique. De toute façon, quand De'Aaron Fox se souvient que c'est le joueur le plus rapide de la planète, il est inarrêtable. Mais c'est marrant parce que j'étais assis à côté de David de Trash Talk. Et on était là, genre, qu'est-ce qu'il fout, De'Aaron Fox? Putain, c'est lui le plus rapide sur le terrain. Enfin, tu sais, on était là, on disait des évidences. Et là, c'est marrant parce que il s'y est mis tout d'un coup, accéléré, à mettre des gros tirs aussi. Oh là 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 là. Non, mais il a été énorme. Je voulais juste donner un peu d'amour à David Vassell parce que, pareil, Fox et Vassell, c'est souvent des joueurs qui se font critiquer rapidement quand il y a des problèmes. Vassell a fait le taf. Vassell, il met le push dans le troisième quart et Fox est extraordinaire sur mais Fox, c'est celui qui tient la baraque quand ça coule. Ça, c'est important. Et ensuite, c'est celui qui met les gros tirs de genre, on va revenir. C'est lui qui met les gros tirs d'on va revenir. Bien sûr. Il se regarde la main, comme ça, il fait oh là, bien sûr. J'ai mis un 3 points. Oh là là, j'ai mis un 3 points. Énorme défense digne de là où une des meilleures défenses de NBA. Là, la défense, là, c'était personnel avec Avdia, les Spurs. Dès qu'il y a un contre, ils le regardent, ils lui disent ferme ta gueule. Stephen Castle qui va lui-même. On a vraiment eu. Moi, je te jure que quand j'ai vu la deuxième mi-temps. Pourtant, il fait son match. Enfin, il fait au moins son match pendant 3 quarts temps, on va dire. Tout à fait. Mais je te jure que quand j'ai vu la deuxième mi-temps des Spurs, même en étant quand même fan de cette franchise, je suis ressorti de là et je me suis dit c'est vraiment ce que fait une équipe championne lorsqu'elle est dos au mur. Ouais. Tu sais, c'est les matchs de Boston est mené de 18 ou 20 et on revient et ils sont repassés devant. Des trucs de. C'est dur quoi, t'es à l'extérieur, t'es pas en rythme, en face ils sont chauds, il y a un peu de désespoir parce que si Portland perd, c'est une galère. Putain, le verrou qu'ils mettent, Victor, ce match de retour là, de sortie de protocole de commotion cérébrale, au début il y a un petit airball, il ricane, à la mi-temps il secoue la tête parce qu'il y a moins 18, le mec ça devient mais un monstre défensif, il a tout patrouillé, c'était un enfer. Il est quasi en 5x5. Hein. Et le mec, il revient 27 points, 12 rebonds, 7 contre, 4 interceptions et 3 passes. C'est quand même... Non, mais c'est chercher le 5x5, pardon. Tout à fait. Il lui manque 2 passes et une interception. Et une interception. C'est pas très loin de cette affaire. Il a été énorme. Dans les choix, on est bon. Provocation de lancer. J'ai été très impressionné par ces Spurs-là qui ont montré vraiment à Portland que déplacement ou pas, rien à foutre. Rien à foutre. Ah, puis la défense a bien ciblé les. Évidemment ils avaient décidé d'essayer de mettre le plus gros verrou possible sur Deni Avdija, qui est le plus gros créateur offensif des Blazers. Ouais. Il a fait son match, mais il n'a pas pu faire autant que ce qu'il aurait fait. Mais surtout, ils ont bien ciblé aussi. Il y a eu de l'agressivité et de l'intelligence. C'était en mode vas-y, Scoot Anderson, vas-y. D'accord. T'as fait un bon match, t'as fait du blabla, tiens vas-y. Le mec a été nul. Donovan Clingan, on laisse ouvert. Pareil, il n'existe pas pour le moment Clingan. Il a du mal, exactement. On laisse ouvert. Shedon Sharpe, c'est quoi? Il est sur le terrain. Tiens, regarde bien Thiago Splitter. Tu peux pas le mettre sur le terrain. Parce que dès que tu le mets sur le terrain, soit on le fait bouger sans ballon et le mec suit pas, soit on l'attaque. Shedon Sharpe, c'est un vrai sujet. Genre, offensivement, il peut t'apporter des trucs que aucun autre joueur des Blazers n'a. Sauf que Thiago Splitter, on voit bien, il est toujours dans l'hésitation. Parce que dès qu'il le met sur le terrain, il y a Stephen Castle, Fox, Dylan Harper. Il fait oh, génial, putain, trop bien, filez-moi la balle. J'ai Shedon Sharpe. Il joue combien de minutes il a fais voir les stats. Shedon Sharpe, il joue 13 minutes. Il joue 13 minutes. Ah, c'est pas beaucoup. Non, et pourtant en premier mi-temps, il met du pull-up à 3. Ça veut dire que le coach, quand il le voit sur le terrain, il fait ah merde, non, putain, je peux pas le laisser. C'était chaud. 13 minutes seulement pour Shedon Sharpe dans un match pareil, où ils auraient eu besoin de son pouvoir offensif en deuxième mi-temps. Putain, ça veut dire vraiment que Thiago Splitter, il a fait un choix tranché. Hein. Ouais. Et du coup, cette confiance, là, cette espèce de confiance de dingue là, des joueurs des Spurs, Wemby en parlait après le match, non mais en fait, nous... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dès que les gars sont en confiance, on cherche pas à savoir qui va avoir l'ISO, le machin, le truc, c'est on va être agressif, on va punir au maximum. Donc tu as parlé de De'Aaron Fox, splendide, parce que se retrouver sur des switches avec Robert Williams, c'est pas la moitié d'une affaire quand même. Non, il envoie des gros step back à 3-2. Et puis il est allé chercher aussi, tu sais, à l'épaule avec sa main gauche et tout. Des petits paniers qui font du bien. Puis après, Dylan Harper, il a trop l'idée sur lui, il dit bah attends, ISO. Parce que c'est un malade. Il fait évidemment pas le même match que son Game 3. Hein. Bah non, s'il fait le match comme ça, attention. C'est ça. Mais les Spurs, à 1-1,
on se demandait si ce groupe-là... Bah tu vois, c'est un petit peu cette histoire qu'on a vue là par rapport à Détroit, où on disait, 2 équipes différentes, hein, mais inexpérience, voyons voir ce qu'ils donnent, est-ce que ça peut se rattraper, il y a 1-1. On n'est pas du tout sur le même type de réaction. San Antonio en réaction en 2 déplacements à Portland, il n'y a pas de débat qui est la meilleure équipe. Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Non. Pour une autre équipe qui a gagné 60 victoires, c'est pas du tout la même. Alors que Portland aussi, hein. Tu le disais aussi en preview, on en discutait. Pop, attention, peut-être qu'ils auraient préféré jouer les Suns, parce que Portland c'est agressif, c'est physique quand même. Ils auraient préféré jouer les Suns quand même, je pense. Mais oui, mais bien sûr. Tu vois, quand même, avant le début de la série, quand il y a eu 1, on a fait genre attention, Portland peut-être. Je pense que les Suns auraient préféré jouer les Spurs aussi. Je pense que les Suns auraient préféré jouer tout court. Jouer les Suns, les Spurs. Ils ont joué les Suns. On n'en reparlera pas dans cette vidéo, mais... Malheureusement. San Antonio, on retourne à la maison. Ça finit en 5 ? Oui. Moi, je pense que oui. Moi, je dirais 4-1. Je crois que c'était mon pronostic, d'ailleurs. Je crois. Ouais, 4-1, je crois que je dis 4-2, moi. Mais oui, je trouve que la tendance est très Spurs. Ouais. Et pour peu qu'ils fassent une bonne entame et qu'ils soient pas en retard à la mi-temps, j'ai du mal à voir. Après, ils peuvent te surprendre, ces Blazers, mais j'ai quand même du mal à les voir avec la pression qu'il va y avoir, San Antonio, le public, machin. Pour peu que les tirs rentrent côté Spurs dès le début, tu sais que tu vas vite être dans la mouise. Ou que, exactement comme tu l'as dit pour la série qu'on débriefait précédemment, si San Antonio duplique sa deuxième mi-temps défensive sur Portland, je leur souhaite de mettre 45 points à la mi-temps. C'est chaud. Je suis d'accord. Donc moi je pense que ces 2 victoires à la maison là des Blazers, c'est fatal. Ouais. Les Rockets. C'est 2 défaites à la maison des Blazers, pardon. Les 2 défaites à la maison. Vous avez corrigé 2 matchs des Blazers perdus à domicile, tout à fait. Les Rockets. On était sur scène, on se disait 3-0, est-ce que les Lakers vont sweeper ça ? Réaction des Rockets. 115-96, victoire de nos amis de Houston qui survivent encore sur cette série qui est un cauchemar à vivre pour eux. Beaucoup trop de ballons perdus pour les Lakers, 23 sur ce match. On a eu quelques belles prestations de la part des titulaires de Houston qui vraiment étaient dos au mur, donc devaient lâcher leur meilleur match. C'est dommage pour une fois que DeAndre Ayton a fait un vrai bon match, comme ça faisait un petit moment qu'on ne l'a pas vu faire, en tout cas en attaque. Ouais. Je pense qu'il n'a pas aimé le petit bye-bye de Kevin Durant au match d'avant. Non, c'est sur ce match-là. Je pense qu'il n'a pas aimé en plus, donc j'espère qu'il va remettre ça à la suite. Tu vois ? Non mais... Il se fait éjecter Ayton, mais avant de se faire éjecter, limite c'est lui qui tient un peu le truc. Hein. KD pas là. Bah, s'il est là, il fait au revoir à Ayton comme ça. Trash talker quand t'es mené 3-0 et que tu reviens à 3-1. Bon. C'est pas ouf. On revient pas sur le basketteur Kevin Durant, mais alors sur l'homme. C'est quand même pas ouf quoi. C'est quoi l'idée ? Il va faire quoi là ? Il a intérêt de gagner à Los Angeles là, parce qu'ils vont faire quoi s'ils prennent 4-1 ? Puis Kumbaya, on est tous potes sur le banc. Il va faire au revoir ? Kumbaya, on est tous potes sur le banc, alors qu'après il est sur je sais pas, Thunder _754. On souffle. Je déteste mes coquilles. On souffle. Dans tous les cas, mes amis les Rockets, on a parlé dans la preview du fait qu'il y avait des aspects positifs, négatifs sur la régulière. Certains points se font exposer. Ime Udoka, qu'on a critiqué à juste titre sur la série. Attention, parce que Redick est en train de lui faire à l'envers. Bravo Redick, bravo LeBron, bravo Marcus Smart, rien à redire. Alex, là on retourne à Los Angeles. Redick en a parlé. Ouais. Il n'y a rien de plus difficile que de terminer une série face à une franchise qui est face au désespoir. Les Rockets jouent avec l'ingrédient du désespoir. Là. Puisque si tu perds, t'es en vacances. Donc, on sait que ces Rockets-là vont se ramener encore plus agressifs à Los Angeles en profitant de ces Lakers. Je crois qu'il y a encore une hésitation sur la potentielle présence de Austin Reeves sur le Game 5. Oui. Et Luka, ça n'en est pas question. On surveille les updates. Est-ce que tu penses qu'on va retourner à Houston ou est-ce que les Lakers finissent ça ? Tu veux tout de suite le pronostic ? Non, vas-y, pardon. Ajoute des éléments si tu veux sur la série parce que bon, c'est juste que... Il y a quand même un élément énorme là sur ce match 4, pardon. Il y a quand même un très gros élément qu'on avait peut-être un peu zappé, c'est le côté un peu, variance à 3 points. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on a les Lakers où ça rentre quand même beaucoup moins, fais voir les stats. Mais voilà, 23% à 3 points. Ils en ont pris que 22, hein, donc c'est pas non plus des croqueurs à 3 points. Hein. Attention, mais du coup, il y en a vraiment très très peu qui rentrent. LeBron est mieux ciblé par la défense et moins dedans et fait plus son âge sur ce match-là au moins et perd des ballons, plein de ballons.
C'était demandé par Amen Thompson qui disait le vieux de 41, s'il n'a pas décidé de ralentir, il faut qu'on le ralentisse. Ouais, mais ici est collé un peu et voilà. C'est là-dessus, Amen Thompson, bien. Deuxièmement, autre facteur, dans le même temps, les Rockets, eux, ont fait tomber dedans. Ce qui n'était pas leur cas vraiment depuis le début de cette série. Donc tu as un match gagné par les Rockets avec une physionomie à 115 points pour les Rockets, avec des Rockets qui rentrent bien leurs 3 points, qui sont agressifs vers le cercle. Enfin, tu vois, genre l'attaque des Rockets, non seulement la défense a bien fait chier LeBron, qui est le seul créateur vraiment en l'absence de Reeves et de Luka, et en plus les shoots rentrent côté Rockets. Donc c'est quand même 2 énormes paramètres. Donc déjà, pour répondre à ta question, il faut prendre en compte le fait que les Rockets n'ont pas le choix. Ces 2 paramètres, pourcentage de tir, 2 équipes qui ne sont pas des équipes de snipers, mais le pourcentage de tir et le côté verrouillé, le créateur qu'est LeBron. On va voir si Austin Reeves revient. Mais c'est 2 paramètres très importants qui peuvent leur permettre de gagner. Genre là, ils ont gagné largement, quoi. Ils n'ont pas eu à avoir peur. Donc il faut qu'ils répètent ce genre d'effort. Couper LeBron du ballon ou le couper de ses partenaires quand il a le ballon. Et avoir un meilleur mouvement de balle. Le mouvement de balle a été meilleur. Et mettre des tirs ouverts. C'est-à-dire que là, à part Jabari Smith, c'était pas ouf. Mais sinon, je veux dire, Tarizon, il est à 2 sur 5. Rich Shepard, ça va. Tarizon qui met ses 3, c'est... Tu vois, ils en prennent 30, ils en mettent 12. C'est super pour les Rockets. C'est vraiment super. Dans le même temps, ils ont mis 80% de leur lancer. Enfin, c'est un super match offensif des Rockets sans KD. Donc, c'est quand même bien. Tu as le droit d'être optimiste sur une éventuelle remontada, et aussi parce que c'est tout de suite plus agréable quand défensivement tu as cette agressivité pour provoquer un nombre quasi record, un ballon perdu, 23 ballons perdus pour les Lakers, c'est-à-dire que ça shoot maladroit, en plus tu perds du ballon. Lorsque Marcus Smart n'est pas surhumain, redevient un humain normal, et même Luke Kennard, il a pas bien. Kennard redevient humain, aussi pour Rui Hachimura et compagnie. C'est plus à la base sur cette physionomie-là qu'on voyait la série il y a 2 semaines. On la voyait plutôt comme ça, c'est-à-dire... Ah bah complètement. Moi j'avais dit 4-1 Rockets, moi. Je sais plus, je dis 4-3. C'est sûr que là, clairement, de toute façon, c'est la série, moi, où voilà, je pensais pas du tout que les Lakers pouvaient proposer ça sur les premiers matchs. Je pensais que les Rockets allaient faire mieux. Moi j'ai dit 4-3 vraiment, Rockets. J'étais pas dedans, j'étais pas dessus cette série. Moi. Je dis 4-3 Rockets et il existe encore un scénar. Ah bah 4-3 Rockets, c'est encore mathématiquement possible. C'est encore faisable. Mais ça va être pareil, un match immanquable là à Los Angeles, parce qu'on va surveiller la situation par rapport à KD, mais dis donc ça le gêne vraiment fort sur ce premier tour de play-off. Malheureusement, ce qui s'est passé. Mais ils ont les armes pour. Et je trouve que là Houston peut essayer de faire un très gros résultat. Si en plus il l'emporte à Los Angeles et donc retourne à Houston, ce booster de confiance aussi va leur faire du bien, parce que s'il y a eu un truc qui s'est passé à Houston sur le Game 3, c'est un trauma collectif de jeunesse. Pardon, mais cette fin de match, la balle perdue de Jabari Smith, la balle perdue de Rich Shepard, il y a aussi de la résilience dans ce groupe, d'avoir réagi comme ils l'ont fait. Donc, copier, coller. Houston doit vraiment reprendre le même schéma et essayer de faire le nécessaire. C'est plutôt ça qui était prévu il y a 2 semaines, donc allez-y. Et si c'est le cas, à 3-3, tout est possible. Enfin, si tu reviens à Houston. Voilà, attention. A contrario, y a quand même du danger clair pour les Rockets, c'est que l'enchaînement de matchs, on voit bien les Lakers, les jambes étaient un peu lourdes, ils l'ont arraché ce match, ils ont tout mis et ils étaient un peu moins dedans dans ce Game 4, et donc on a LeBron qui fait pas son match. Il faut le reconnaître, c'est pas souvent. Il a enfin 41 ans, ça arrive. Et oui, mais à mon avis, l'autre il va se remettre, et au Game 5 il va être là, il va être plus efficace et il va pas perdre autant de ballons. Donc, très attention. Ensuite, tu as et Marcus Smart et Luke Kennard et LeBron, pardon, Marcus Smart, Luke Kennard et LeBron, ils sont à 0 sur 8 au tir de loin, et même au tir tout court, c'est vraiment pas ouf. T'as les 3 en même temps. Attention, parce que ce sont 2 paramètres. LeBron pas bon, perd trop de ballons, plus les 3 mecs extérieurs comme ça des Lakers qui sont pas bons au tir. Ce sont 2 paramètres qui étaient conjoints dans ce match 4 et qui ont permis à Houston de faire des runs et de faire la différence. Au match 5, à la maison, LeBron il va être concentré. Vous pouvez faire confiance à Redick
à son staff et à LeBron et aux autres joueurs d'expérience comme Marcus Smart dans ce vestiaire pour dire les gars, ce soir, celui-ci, il faut le prendre. On n'a pas envie de retourner à Houston. Donc on les prend à la gorge, on remet les fondamentaux, on veut que ça soit Amen Thompson qui shoot, on remet les fondamentaux et ils vont trouver des solutions avec LeBron, Redick de s'y mettre trop de pression sur LeBron pour lâcher les ballons différemment, créer des shoots ouverts et tout. Donc Houston doit aussi être prêt à ça. Ça ne sera pas les mêmes Lakers. Tout à fait. Attention, ramener la série à Houston, ce serait énorme pour les Rockets. Ça va pas être facile. Oui. Et dans ce cas-là, il y a un scénario dont on a parlé pendant les previews qui s'est validé sur les 3 premiers matchs et même sur le 4e. Houston ne doit pas rentrer, en tout cas doit éviter au maximum de rentrer dans un money time. Ah bah ouais, là s'il y a bien. Un truc qu'on voit ils veulent pas, sur les 4 premiers matchs, c'est que lorsqu'il faut péter la gueule des Lakers et ne pas se mettre dans une situation où prendre des décisions fines, bien pensées quand ça transpire fort, on est bien. Il y a plus 20. Bah il y en a un, ils l'ont pris quoi. Voilà, il y en a un, ça tabasse, on est bon. Les autres matchs, on avait dit dans la preview que si tu te retrouves dans un match serré avec LeBron James balle en main et Jean-Michel, Loulou, Riri et Fifi dans les corners, tu sais que ça peut être la merde. En fait, le problème, c'est que ce match 3, les Rockets, genre, c'est une faute professionnelle de ne pas l'avoir pris. Sûr, il devrait y avoir donc maintenant, ils se retrouvent à avoir fait un très bon match 4, bien autoritaire, mais en fait, il y a 3-1. Quoi. Donc là, non seulement ils doivent prendre un match 5 à LA. Honnêtement, moi, je pense qu'il y a grand danger. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette série peut y avoir 4-1. Je pense que les Lakers, ils ont beaucoup Moi je dis 4-1. Lakers. Là maintenant, là qu'on est à 3-1 Lakers et que j'ai un Game 5 à Los Angeles, je me dis que LeBron, Redick, genre plus des Smart, tu vois, même Hachimura, il a un peu d'expérience maintenant et tout. T'as pas mal de ces mecs dans le vestiaire. Un potentiel retour de Austin Reeves, ça on verra. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces Lakers vont mettre énormément d'énergie et d'envie et de détermination pour essayer de prendre ce Game 5. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Là, il n'y avait pas la détermination et l'envie des Lakers dans ce Game 4. Ils avaient trop donné, tout donné peut-être dans la prolongation du Game 3. Il y a un petit côté, le boulot il est fait. Tu prends les 2 premiers chez toi et tu prends le 3e à l'extérieur. Le match 4, tu te dis, attends, s'il y en a bien qu'on peut se permettre de lâcher, LeBron n'est pas dedans, il est bien défendu, les tirs rentrent pas. C'est quoi ? Concentration. Et du coup, en même temps, c'est bien pour les Rockets de l'avoir pris de manière autoritaire. En même temps, les Lakers, ils ont vraiment mal joué, quoi. Donc, moi, je dis 4 ans. Pas toi ? Tu dis que ça retourne à Houston ? Moi, je vais aller très loin. Et j'espère me tromper, mais moi, je pense que tu dis 4-3 Rockets. Moi, je pense que mon prono, il va passer. Hein. Bah, moi, je te dis, j'avais dit 4-1 Rockets. Donc, si tu veux mon prono, de toute façon, voilà, il est dead. En fait, quand je dis il va passer, c'est pas pour se dire ouais, super, raison, c'est pas ça le truc, c'est sur les 3 matchs perdus par les Rockets, il y a ce Game 3 là qui est vraiment un trauma. C'est une faute professionnelle. Mais il y a des trucs vraiment que Houston doit régler et qu'ils ont montré qu'ils pouvaient régler sur le Game 4. Donc en fait, il faut y aller match par match. Et je pense vraiment qu'à partir du moment où tu rentres à la maison pour un Game 6... Ah oui, ah non mais complètement d'accord. Hein. Même j'ai envie de te dire pour ces Lakers-là, pour des Lakers de... même pour... Ok, Marcus Smart, il n'a pas l'âge de LeBron, mais rien que pour LeBron, des séries longues, t'as pas envie de ça. T'as envie que ce soit expéditif. C'est pour ça que je comprends l'aspect, faut qu'on les termine maintenant. Bah mais ouais. Si Houston parvient à faire durer cette série, ça va tellement à leur avantage. Ils ont plus les gambettes, ils ont plus les athlètes. Moi, je dis on retourne à Houston. On retourne à Houston. Okay. Et les fans des Lakers, on verra ce que vous me dites. Match ce soir ? Non, c'est cette nuit, je pense. Cette nuit ? Attends. Non, ça vient de jouer. Attends, putain, je suis perdu. Attends, je suis perdu dans le calendrier. Bouge pas. Ça, c'était hier. Non, ça vient pas de jouer. Donc, ça joue cette nuit ? Tuesday. Non, ça joue dans la nuit de mercredi à jeudi. Voilà, avec un bon repos quand même pour nos amis. Oui, parce que ça change de ville. Oui, ça, c'est pas l'avantage des Rockets, par exemple. Du repos, c'est bien. C'est plutôt à l'avantage des Lakers. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de tout ça. Est-ce qu'on finit avec Lakers win ou on retourne à Houston ? On termine. On l'a fait un peu dans l'ordre. Bon, allez, hein. On termine avec Boston-Philly, puisque après un match énorme de la part de VJ Edgecombe, Tyrese Maxey et toute la clique, Boston s'est déplacé à Philadelphie et a fait le boulot. 2 belles, solides victoires. On a eu du Peyton Pritchard à fond, on a eu du Jason Tatum à fond. Malgré le retour de Joel Embiid pour ce match. Malgré le retour de Embiid, tout à fait. On l'a vu avec le plastron autour du bidon. Boston va rentrer à la maison.
C'est bien. Ils ont vraiment fait un game 2 où on a dit fuck, les Celtics, vous nous refaites une spéciale New York là où ça bombarde à 3 points et ça réfléchit pas trop. Bon, il est passé ce match, mais les ajustements sur les 2 matchs suivants, c'est très très bien. Ouais, ils ont ajusté leur défense, c'est-à-dire que Boston était préparé au retour d'Embiid. C'est-à-dire que tu as le retour d'Embiid pour le match 4 et les Sixers n'ont pas passé les 100 points. Oui. C'est du Boston tout craché de cette année. Les types, tactiquement, sont trop forts. Ouais. On en a parlé avec Simon. Simon disait ils sont un peu entêtés, Mazzulla, défensivement, ils ont drop et tout machin. Il y a eu des ajustements, et non seulement il y a eu des ajustements, mais en plus, ils étaient prêts à l'arrivée d'Embiid. Ouais. Ils avaient déjà leur plan de jeu, ils savaient que ça allait un petit peu dérégler des choses dans l'attaque des Sixers, parce que si tu as Embiid, tu dois te servir de lui et tout. D'ailleurs, Embiid fait plutôt un match honorable, en tout cas offensivement, hein. Sauf que ça change un peu leur défense aux Sixers. Ça, ils en ont tout de suite profité. Enfin... Puis shoot comme des salopards, hein. Ça c'est un match de Boston, bon voilà, hein. Prennent 53 tirs à 3 points, ils en mettent 45%, merci, au revoir. Bah ça c'est monstrueux, monstrueux. Les tirs à 3 points qui rentrent dedans, mais même genre au rebond. Non, c'est bien. Attends, au rebond. Fais voir les stats de rebond. Il y a 51 à 30. Pardon ? Boston. Il y a plus 21 au rebond. Et sachant qu'il n'y a pas un mec qui prend plus de 9 rebonds dans l'équipe. Hein. C'est tout le monde contribue. Hein. 6 pour White, 8 pour Keta, 7 pour Tatum et Brown, 4 pour Hauser, 5 pour Vucevic. Il en prend un peu quand il rentre. Bon, après, il y a un Peyton Pritchard game de fou malade. Ouais. Mais voilà. Donc, il n'y a pas, malheureusement pour les Sixers, pas tant que ça. Il y a des choses à améliorer pour les Sixers parce que je pense que clairement, ils se sont fait avoir par les plans défensifs des Celtics autour d'Embiid, donc qui ont consisté à faire en sorte que Joel Embiid soit peut-être lui-même dans des positions préférentielles, mais que ça laisse pas trop de shoot ouvert à ses copains. Et ça a plutôt bien marché. Est-ce qu'ils vont recommencer dans le Game 6 de Game 5, pardon, il y a de fortes chances que les Celtics recommencent. Donc les Sixers sont prévenus. Comment tu rivalises avec ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu utilises Embiid en défense ? Parce que là, il se fait exploiter en défense. Là. Embiid devient... C'est fou. La défense des Sixers est moins bonne. Ouais, mais le mec revient. Ah non, mais il a été sur cette saison quand il jouait. C'est pas une question de lui en vouloir, c'est une question d'être factuel. Hein. Ouais, tout à fait. Je pense que Boston va finir le boulot à la maison. Moi aussi. Et en fait, pareil, hein, factuellement, hein, il y a 4 séries à l'Est. Boston est la seule équipe favorite qui gère très bien sa série. C'est la seule. C'est vrai. C'est pas New York, c'est pas Cleveland. Et Détroit, on est encore en train de se demander comment ça va se passer cette affaire. C'est clair. C'est Boston qui gère. Ils ont fait un mauvais game 2, mais sinon 1, 3 et 4, c'est quasi un one seed qui montre comment est-ce qu'on s'occupe du plus petit. Donc on rentre à la maison et ils le savent d'expérience. Sur ce genre de match, il faut terminer le travail et donner du temps au corps de certains de pouvoir se reposer. Complètement. Parce que eux là, ils sont en train de se demander si, on en reparle dans une autre vidéo, New York ou Atlanta, on ne sait pas qui c'est qui va sortir de l'auberge. Et honnêtement, ils sont surtout en train de se dire, on peut fumer tout le monde, on va en finale NBA en fait. Bah ouais. Voilà ce qu'ils sont en train de se dire. Absolument. Parce que Tatum, il est là. Hein. Ah ouais, pire que tiens, parlons juste de ça en fait. Ça fait 4 matchs. Putain, Jason Tatum. Franchement, on avait un peu oublié. Là, les tirs commencent à retomber dedans. Il était un peu court sur la fin de régulière, juste à son retour. C'était un peu court dans les jambes. Les tirs, c'était un peu... Là, ça y est, hein. Il commence à être en rythme. Contribution offensive, on a retrouvé le Tatum qui non seulement met des tirs, mais en plus, genre off-ball et même balle en main, là, la création pour les copains. Le truc qu'il avait développé avant de se blesser. Comment tu dis ? 11 caviar arrière, Tatum. Alors évidemment, ça shoot tellement bien autour que c'est magnifique, c'est un bonheur. Mais vraiment, là, les Celtics, genre, ils ont vraiment une équipe où je pense qu'ils vont terminer les Sixers. On verra qui ils ont en phase 2, en demi de conf et tout, mais ils vont terminer les Sixers et honnêtement, on verra les 4 équipes qui seront en demi de conf à l'Est. Mais moi, c'est pas les Celtics que j'avais mis. Moi, je les avais mis en finale de conf. Je les avais pas mis en finale NBA, je crois. Face aux Cavs. Ouais. On va voir, on n'y est pas encore. Mais le chemin existe encore. Le chemin existe encore, mais plus ça va, plus il y a des embûches. Il y a des embûches. Ouais. C'est l'histoire des playoffs. Hein. Voilà, exactement. Mais vraiment, t'es les Celtics en demi de conf. Tu regardes les 3 autres équipes, tu dis genre bon bah donc ok. Alors, il se passe quoi à l'Ouest ? C'est comment l'Ouest ? Il faut juste trapper Donovan Mitchell, d'accord. Tu vois, genre...
Ah, faut attaquer sur Brunson et trapper Donovan Mitchell. Bon, écoute, ça doit être jouable. Ça doit être faisable. Je pensais que ça aurait été plus compliqué. Non, mais ouais, donc c'est quelque part, même sans être un gros fan des Celtics, j'avoue, moi ça me fait plaisir cette histoire parce que je vois Tatum qui revient, c'est absolument incroyable vraiment la qualité de son retour. Je trouve aussi que le collectif autour de lui est vraiment bien huilé. En fait, cette saison-là, du coup, qui a très bien marché sans lui, et lui qui se réintègre aussi bien, du coup, ça donne un groupe d'une qualité formidable. Richesse, profondeur. Puis t'as des joueurs, genre tu peux faire rentrer Baylor Scheierman, le mec il a tellement enchaîné de confiance pendant la saison, il est prêt à jouer là, il peut jouer en play-off le mec. Et je sais que pour beaucoup de fans de Boston, c'est un sujet en cours et moi je pense que ça peut se débloquer parce que c'est le joueur qui se débloque. T'as pas encore droit à Derrick White, pardon, mais franchement c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, donc, mais faut voir aussi avec les playoffs qui avancent parce que c'est un big time player, Derrick White, quand il faut faire des grosses actions. Mais comme c'est un joueur qui force pas, mais c'est ça. Quand il est pas dedans, si White ça rentre, frère. Il reçoit pas trop de ballons, il s'en fiche. Il taffe quand même en défense. Ça c'est Derrick White. Mais tu vois, il y a eu des situations où on est là, genre arrête de shooter. Mais Derrick White, t'as envie que ça rentre, tu vois. Donc c'est un peu rentré là sur le game 4, mais Boston à mon avis finit le boulot. Si on fait le récap, Orlando Détroit, on retourne à Détroit. Quand même. Enfin non, pardon. Non, on retourne à Orlando. Je pense quand même. Denver, Minnesota. On retourne à Denver. Il y aura un Game 7, je pense. Spurs, Blazers, ça termine. Je pense aussi. Lakers, Rockets. Moi, je pense que ça termine côté Lakers. Moi, je dis on retourne à Houston. Et Boston, Philly, ça finit quoi. Je pense que Boston finit, ouais, je suis d'accord. On reparlera de nos amis les Suns d'Alex qui sont désormais à Cancun pendant que le Thunder a fait le boulot. On reparlera d'eux évidemment dans la preview des demi-finales de conf. Je rappelle que ce week-end, on verra s'il y aura des Game 7. Et ensuite, il y aura des il y a des possibilités. Hein. Il y a des possibilités. Là, franchement, parce qu'on n'a pas fait les séries qui sont à 2-2, mais dans ces séries-là, qu'il y en ait au moins une des deux qui aille en 7, ça serait pas non plus une grosse surprise au vu des premiers matchs. On va peut-être en parler. Ça serait génial d'en parler, t'es chaud ? Ouais, allez, on y va. Eh ben, si ça vous va, on va finir là-dessus et on va refaire une vidéo que vous retrouvez par la suite sur les deux séries à 2-2 dans la conférence Est. Dites-nous en commentaire quand vous voyez la suite de ces séries avec des 3-1 lead et on se retrouve dès ce soir avec de nouveaux matchs de playoff. Bisous tout le monde. Ciao.